Bonjour à tous et bienvenue dans 360. J'ai bien envie de vous raconter en quoi la tectonique de l'archéen et de l'Adéen diffère de la nôtre. Mais pour ça, encore faut-il que je termine la présentation de la tectonique actuelle afin de vous donner un point de comparaison. S'il y a quelques sujets très anciens que j'aborderai sans attendre, il est donc aussi important de reprendre ma série de vidéos sur la tectonique des plaques. On a déjà parlé des grandes provinces ignées et de la relation qu'elles entretiennent avec l'étirement de la lithosphère continentale. Pour rappel, l'installation d'un panache mantélique chaud sous la lithosphère provoque l'érosion thermique du manteau et l'affaiblissement de la croûte. Le résultat est alors la formation d'un fossé d'effondrement. C'est de ces fossés et de leurs failles dont nous allons parler aujourd'hui. Les rifts, comme on les appelle, sont des structures faillées qu'on peut regrouper en deux principales familles, les rifts symétriques et asymétriques. Mais pour l'instant, focalisons-nous directement sur la manière dont on affine un solide avec des failles. Pour amincir un matériau solide, comme une croûte continentale, il faut développer une structure dite en horst et en graben. En clair, on découpe le matériau solide par des failles inclinées de direction opposée. Les blocs, en coulissant, vont ensuite se retrouver à couvrir une plus grande distance qu'avant. Les parties surélevées de cette structure s'appellent des horsts, les parties abaissées des graben. Les horsts seront soumis à l'érosion, comme tous les reliefs. Les graben, eux, seront comblés par la sédimentation. Une variante de cette structure est l'effondrement en demi-graben. Ici, on crée des failles qui vont toutes dans le même sens et on fait coulisser. Le résultat est que cette fois-ci, les blocs effondrés ne font pas que descendre, ils vont aussi basculer. Cela implique que la portion du demi-graben qui est la plus éloignée de la faille est la plus haute. On va alors créer un creux en forme de coin. De plus, si un rift peut être composé à grande échelle d'un unique graben ou demi-graben, les demi-graben comme les graben peuvent aussi s'enchaîner à plus petite échelle à l'intérieur du fossé d'effondrement, ce qui conduit à un amincissement important sur les longues distances. Ils peuvent aussi se mélanger entre eux, comme on le voit sur cette coupe du rift est-africain. On observera alors des horsts et des graben au centre de la zone d'effondrement, là où la contrainte est, disons, la plus symétrique. En périphérie, on observera plutôt les demi-graben. C'est censé, après tout, qu'est-ce qu'un graben si ce n'est deux demi-graben affectés par des failles de direction opposée. Mais graben et demi-graben se retrouvent aussi à bien plus grande échelle, comme je le disais, et c'est tout le fossé d'effondrement qui ressemblera plutôt à l'un ou plutôt à l'autre. Dans le schéma symétrique, notre rift se compose de deux failles majeures qui viennent se placer de part et d'autre du rift. Ce sont les failles bordières. Elles séparent les épaulements du rift du fossé d'effondrement. Cependant, tous les rifts ne suivent pas cette évolution. Les rifts asymétriques prennent une structure globalement différente. Dans un rifting asymétrique, une des failles bordières a l'ascendant sur l'autre, voire il n'y a qu'une seule faille majeure et l'autre limite n'est qu'une branche de cette faille. Elle s'enfonce à travers l'ensemble de la croûte et parfois même de la lithosphère. Les deux blocs lithosphériques coulissent le long de cet accident majeur et le rift se forme au-dessus de la faille avec toutes les failles qui viennent en fait s'ancrer dans l'accident majeur. On notera que dans la limite entre les rifts symétriques et asymétriques, il n'y a rien de strict. Un rift globalement symétrique peut présenter une faille bordière plus puissante que l'autre, le long de laquelle le mouvement sera plus important. Il peut aussi arriver que le rift symétrique voit une de ces failles bordières prendre tellement l'ascendant sur l'autre au fil de son histoire qu'il va se transformer en un rift asymétrique. Un dernier point à évoquer sur la morphologie des rifts, ce sont les épaulements. Le fossé est aminci, donc son équilibre isostatique est transformé, ce qui pousse cette portion de la croûte, désormais anormalement mince et donc anormalement légère, à remonter. Mais comme cette croûte reste, malgré les failles, solidaire du reste de la plaque va bien devoir bouger avec elle. Ainsi, ce n'est pas seulement le fossé d'effondrement qui se soulève, c'est toute la région autour du fossé.
Sauf que quand on soulève une zone qui s'effondre, on ralentit la perte d'altitude. Mais quand on soulève la lithosphère relativement stable, située au-delà des failles bordières, on crée des montagnes. Des montagnes qui sembleront d'autant plus hautes qu'elles bordent le fossé d'effondrement. C'est ce qui explique la géométrie des Limagnes encastrées dans le massif central de la vallée du Rhin, bordée par les Vosges et les montagnes noires, ou encore du rift est-africain, bordé de montagnes et de plateaux sur toute sa longueur. Et surtout, cela crée des reliefs élevés juste à côté d'un trou, ce qui est le début d'une histoire géologique supplémentaire qui va venir tourner autour du comblement du rift par des dépôts sédimentaires. Mais ce sera pour un autre jour, et d'ici là, je vous dis à une prochaine fois, et puisse votre esprit demeurer vif et votre curiosité dénuée de toute limite.